Bonjour, bienvenue dans cette 23e capsule vidéo où je vais vous parler de probabilité conditionnelle. Donc, dans la capsule précédente, je vous ai parlé de la probabilité géométrique. Donc, il est à noter que j'avais pris des exemples très simples là, qui font appel à des codes de mesure, des rapports d'air, des rapports de volume, avec des codes très simples qu'on peut utiliser en probabilité géométrique. Des fois, dans les manuels, les cahiers, on va voir des exemples plus corsés où ça nous permet de faire une révision sur des cas un petit peu plus complexes, disons, pour calculer d'autres formes, d'autres solides, mais on s'en tient à la base. Donc, c'est un peu le même principe ici avec la probabilité conditionnelle. Je vais prendre des exemples simples pour bien comprendre qu'est-ce qu'une probabilité conditionnelle, puis tout comme la probabilité géométrique, ça revient à faire le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc, l'objectif de la capsule vidéo est en lien avec l'objectif spécifique du cours, c'est d'établir des liens articulés entre les différents concepts probabilistes, la probabilité conditionnelle dans ce cas-ci, pour pouvoir préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulantes. Donc, la définition d'Alloprof, c'est que la probabilité conditionnelle, c'est la probabilité qu'un événement B se produise, sachant que l'événement A s'est déjà produit. Donc, on va le noter de cette façon-là. Donc, la notation ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la probabilité que l'événement B se produise, sachant que l'événement A s'est déjà produit. C'est ce que ça veut dire. Probabilité de B, sachant A. Et pour calculer cette probabilité-là, il y a plusieurs façons de la déterminer. Et on peut utiliser des modes de représentation. À chaque fois, comme je disais tout à l'heure, ça revient à notre définition habituelle du nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Mais on va voir qu'on peut donner du sens, dans le fond, en utilisant le diagramme en arbre, en utilisant la grille ou le tableau à double entrée, le diagramme de Venn et la formule ou seulement la formule. Mais avant d'arriver à la formule, justement, on va aller voir dans les modes de représentation. Donc, commençons avec le diagramme en arbre. Donc, on a ici, dans un exemple, on a un récipient ou un bol, un sac, qui contient 4 billes vertes, 3 billes oranges. Et là, on nous dit qu'on va tirer 2 billes sans remise. C'est important ici le sans remise parce que ça nous dit que les événements vont être dépendants. Pourquoi? Parce que si c'était avec remise puis qu'on remet la bille à chaque fois, la situation initiale ne change pas. J'aurais toujours 4 billes vertes, 3 billes oranges, les probabilités ne changent pas, donc mes événements seraient indépendants. D'un tirage à l'autre, mes événements seraient indépendants, ça n'a pas d'influence sur le premier tirage, n'aurait pas d'influence sur le deuxième. Alors qu'ici, puisque c'est sans remise, on va voir que les probabilités vont changer. Donc le premier tirage va avoir une influence sur le deuxième tirage. Donc si on essaie de représenter ça, notre situation ici, on va tirer 2 billes sans remise. On a 4 billes vertes, on a 3 billes oranges, donc 4 septièmes vertes, 3 septièmes oranges. Et après ça, sachant que si j'ai eu une bille verte, quelle est la probabilité d'avoir après une bille verte, puis quelle est la probabilité d'avoir une bille orange? J'avais 7 billes au départ, donc il m'en reste 6, j'en ai pigé une de chacune, puis il m'en reste, j'en ai pigé une, pardon, en tout, et il m'en reste 6, et il en reste combien de vertes, combien d'oranges? J'en avais 4 vertes, il m'en reste maintenant 3 vertes, puisque j'en ai pigé une, et j'en avais 3 oranges, j'en ai pas pigé ici d'orange, donc il va me rester 3 billes oranges sur 6. Même principe en bas, donc si j'avais 3 billes sur 7 qui sont oranges, j'en pige une orange, donc il va m'en rester 4 vertes sur les 6 restantes dans le récipient, et 2 oranges sur les 6 du récipient. Donc maintenant que ça c'est fait, ça va nous aider, parce que là on cherche la probabilité de piger une bille orange, sachant qu'on a tiré une bille verte au premier tirage. Donc, si j'ai pigé une bille verte au premier tirage, je suis ici, dans mon diagramme. Et après ça, quelle est la probabilité d'avoir une bille orange? Donc, je veux savoir la probabilité ici, d'être ici. Et là, c'est simple, dans le fond, ça me demande seulement d'interpréter mon diagramme en arbre, qui est déjà bien placé, mon arbre des probabilités, là, pour m'aider. Donc, mon arbre de probabilité, ce qu'il me dit, c'est que sachant que j'ai une bille verte, la probabilité d'avoir une bille orange ici est de 3 sixièmes, parce qu'il me reste 3 cas favorables, 3 billes oranges, sur 6 cas possibles, 6 billes en tout. Donc, tout simplement, je vais pouvoir écrire avec la notation mathématique ici, la probabilité d'avoir une bille orange, sachant que j'ai une bille verte au premier tirage, c'est 3 sixièmes, ou que je peux réduire à 1/2, que je pourrais écrire aussi en notation décimale à 5 dixièmes, ou en pourcentage à 50%. Donc, il est à noter que je peux utiliser, il y a un outil dynamique d'arbre qu'on peut utiliser qui peut être intéressant pour ce genre de questions-là. Donc, avec le lien raccourci, monurl.ca simulateur 5, j'arrive sur un fichier GeoGebra et je peux remarquer qu'ici, je peux paramétrer le nombre de billes vertes. Vous voyez que ça s'actualise en bas les nombres. Je peux
paramétrer aussi les billes bleues, je peux paramétrer les billes rouges, je peux m'en mettre aucune. La branche va rester là, mais je vais être avec des zéros. Donc, je peux décider d'avoir 2 ou 3 couleurs de billes. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux aller voir aussi, ben, je vois ici que mes probabilités changent, hein, parce que c'est un tirage sans remise. Et je peux venir faire afficher, par exemple, si je m'intéresse à la probabilité d'avoir seulement la même couleur, par exemple. Donc, si je prenais, par exemple, dans ce cas-ci, là, je veux avoir la probabilité d'avoir seulement... quelle est la probabilité d'avoir 2 billes de même couleur? Je pourrais venir afficher seulement rouge-rouge, vert-vert et bleu-bleu. Il vient me le calculer automatiquement. Il me resterait seulement à additionner ici ces cas-là pour voir que ça me fait 4/15e. C'est 4/15e la probabilité d'avoir 2 billes de même couleur qui vont être soit rouge-rouge, verte-verte ou bleu-bleu. Donc, ça peut être un outil intéressant qu'on peut utiliser avec les élèves. Donc, revenons avec un deuxième exemple de la probabilité conditionnelle, cette fois-ci dans une grille ou un tableau à double entrée. Donc, on nous donne ici des données en lien avec les films préférés des gens, selon si on est de genre masculin ou féminin. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a, par exemple, si on interprète, ben, il y a 23 hommes qui préfèrent les films d'humour. Il y a 67 hommes qui préfèrent les films d'horreur, pour un total de 90 hommes, etc. Donc, on a en tout 189 personnes qui ont répondu à cette enquête. Et là, on se demande quelle est la probabilité que le type de film préféré d'une personne qui fréquente ce cinéma soit un film d'humour. Donc, quelle est la probabilité que ce soit un film d'humour qui est préféré, sachant que cette personne est un homme? Donc, pour répondre à cette question-là, ben, ça revient à se demander quel est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc, si je cherche la probabilité que ce soit un film d'humour, sachant que c'est un homme, donc je dois aller chercher seulement la ligne des hommes. Donc, je vais aller voir ici seulement cette section-là ici. Donc, j'ai 90 hommes en tout. Ce sont mes cas possibles. Donc, sachant que j'ai eu... j'ai demandé à des hommes quelle est la probabilité que ces hommes-là dit qu'ils préfèrent les films d'humour. Donc, il y en a 23 qui préfèrent les films d'humour, 23 hommes qui préfèrent les films d'humour sur 90 hommes en tout. Donc, 23 90e que je peux laisser en fraction ici qui est irréductible ou que je peux mettre en pourcentage, donc d'arrondir à environ 26%. Donc, encore une fois, ici, je n'ai pas eu besoin de formule en tant que telle. Je n'ai eu qu'à lire, aller voir, ben, j'ai combien d'hommes en tout, combien parmi ces hommes qui préfèrent les films d'humour, donc nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Si je regarde maintenant un exemple avec le diagramme de Venn et la formule, donc on me donne ici, en fait, des cartes. Je vois que, bon, le diagramme de Venn, on a placé des cartes. Et là, pour bien comprendre, on va aller lire la question. Donc, quelle est la probabilité que il manque la probabilité de trop. Quelle est la probabilité de piger une figure rouge dans un jeu de 52 cartes, sachant que la carte pigée est une carte de carreau. Donc, une figure rouge dans un jeu de 52 cartes, alors que je sais que c'est une carte de carreau. Donc, si je sais que dans mon univers des cas possibles, je vais avoir l'événement A, en fait, qui est des cartes de carreau. Je vais avoir l'événement B, ici, qui est une figure rouge. Donc, j'ai placé ici tous mes cas. Fait que là, maintenant, si je veux répondre à la question, quelle est la probabilité de piger une figure rouge dans un jeu de 52 cartes, sachant que la carte pigée est une carte de carreau? Ben, il me reste à aller voir, dans le fond, ces deux événements-là, comme j'ai dit, obtenir une carte de carreau, l'événement A, obtenir une figure rouge, l'événement B. Ben, je peux aller tout simplement, sans aller vers la formule d'abord, aller voir le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc, quelles sont les cartes, les figures rouges qui sont des cartes de carreau? Ben, j'en ai 3. Donc, j'ai 3 figures rouges parmi les 13 cartes de carreau. Donc, je pourrais y aller directement ici 3 sur 13. Donc, je sais que je suis, sachant que c'est dans une carte de carreau, donc je sais que je suis dans la section bleue, l'événement A, et je cherche parmi ces cas-là, lesquels sont des figures rouges qui sont identifiées ici. Donc, j'en ai 3 sur 13. Donc, je peux y aller comme ça. Quand je fais ça, ça revient à aller voir, dans le fond, l'intersection ici des événements A et B sur l'événement A. Donc, ici, la probabilité d'avoir l'événement B, obtenir une figure rouge, sachant l'événement A, sachant que j'ai eu une carte de carreau, ça revient à aller chercher l'intersection, donc l'intersection de A et B, ou de BA, ici c'est commutatif, donc l'intersection des deux, ici, sur la probabilité de l'événement A. Je sais que je suis dans l'événement A, je sais que l'événement A, ici, là, j'ai une
une carte de carreau? C'était ça ma question. Je reviens là. Sachant que la carte pigée est une carte de carreau. Donc, je sais que je suis dans ce cas-là ici d'une carte de carreau. Donc, c'est ça mon dénominateur ici. Donc, la probabilité de l'événement A. Et je me demande quelle est la probabilité d'avoir une figure rouge. Donc, ça revient à la probabilité d'avoir l'intersection, qui est 3/52e. Pourquoi ici pas juste 3 et 3/52e? Ben, c'est qu'en tout, mon oméga, ici, là, je ne les ai pas toutes représentées les autres, mais les 36 autres cartes, ben, il y a des cartes noires, des cartes de cœur, donc il y a toutes les autres cartes d'un jeu de cartes. Donc, j'en ai 3/52 qui sont une figure rouge de carreau, sur 13/52, dans le fond, qui sont les cartes de carreau. Donc, 3/52e sur 13/52e, ça revient à 3/13e, tout simplement, qui me donne ma probabilité que j'aurais pu voir directement ici. Donc, si je peux, je répète, je peux combiner, dans le fond, mon interprétation d'un diagramme de Venn pour donner du sens aussi à la formule. Et là, une fois que j'ai bien compris que ça revient encore une fois au nombre de cas favorables, mon intersection sur le nombre de cas possibles, mon événement où je sais qu'il s'est réalisé, ben, je peux y aller directement avec un exemple où je vais utiliser seulement la formule. Il est à noter qu'on voit ces exemples-là dans les cahiers. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de travailler toujours avec un contexte pour que les élèves essaient d'interpréter, de comprendre qu'est-ce qu'ils font et que ce ne soit pas seulement des nombres. Toutefois, je voulais faire l'exemple quand même parce que on les retrouve dans les cahiers. Donc, des fois, ici, c'est complètement dénué de contexte. On peut dire, il y a une expérience aléatoire qui comporte les événements A et B. On sait que la probabilité de A est de 4 dixièmes, la probabilité de B est 7 dixièmes, la probabilité de l'intersection de A et B est de 2 dixièmes. Quelle est la probabilité de A sachant B? Donc, si je pourrais faire un diagramme de Venn, puis faire un peu comme j'avais fait ici, je pourrais faire l'événement A ici, puis je sais que ce qui donne 4 dixièmes, je pourrais faire l'événement B à droite qui serait de 7 dixièmes, puis l'intersection, je sais que c'est 2 dixièmes. Et là, à ce moment-là, la probabilité d'avoir A sachant B, je pourrais aller le lire directement, dans le fond, dans le diagramme de Venn, mais si je veux utiliser directement la formule pour faire différent de l'exemple précédent, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la formule, justement. Donc, la probabilité de A sachant B, je sais que B s'est réalisé. Donc, c'est mon dénominateur, c'est mes cas possibles. Et là, quelle est la probabilité que A se réalise sachant que B s'est réalisé? Bien, si A se réalise sachant que B s'est réalisé, ça veut dire que c'est la probabilité de A et B. C'est l'intersection de A et B sur la probabilité. Ça, c'est mes cas favorables, ça, c'est mes cas possibles. Et là, tout simplement, c'est un rapport entre l'intersection sur la probabilité de l'intersection sur la probabilité de ce qui s'est déjà réalisé. Donc, ici, il me reste seulement à remplacer dans ma formule. Donc, la probabilité de l'intersection, c'est 2 dixièmes. La probabilité de l'événement B, c'est 7 dixièmes. Et 2 dixièmes sur 7 dixièmes, c'est 2 septièmes que je peux mettre aussi en nombre décimal, environ 29 centièmes ou 29%. Avant de se rendre utiliser la formule comme ça, je pense ce qui est vraiment important, c'est d'utiliser une activité pour aborder la probabilité conditionnelle. Et là, il y a l'activité des lunettes et des bracelets là, qui a été proposée par Mireille Gosselin, inspirée de François Pomerleau. Ce qui suggère, en fait, c'est de faire cette activité-là en introduction avant d'enseigner le concept. Donc là, je vais aller vous les montrer. Dans le fond, il y a 2 documents où j'ai mis des liens raccourcis, où on a le guide d'enseignement et le cahier de l'élève. Donc si je vous demanderai en fait d'aller voir ces 2 documents-là et de me dire qu'est-ce que vous pensez de cette activité-là pour introduire le concept de probabilité conditionnelle. Donc maintenant que c'est fait, on va aller voir ensemble. Donc le guide de l'élève, voici à quoi vous l'avez exploré. Donc vous voyez que on demande à l'élève de compléter le diagramme de Venn qui est donné en classe, de compléter le tableau à double entrée, et après ça, de répondre aux questions où il y a progressivement des questions qui amènent à calculer des probabilités conditionnelles. Donc, le guide d'enseignement, ce qu'il nous dit, c'est qu'on peut l'utiliser avec du matériel, on peut utiliser des paires de lunettes du Dollarama, des bracelets en caoutchouc, donc c'est pas du matériel qui est coûteux. Et là, je peux donner du matériel, une paire de lunettes et un bracelet à 3 élèves, une paire de lunettes à 4 élèves, seulement un bracelet à 5 élèves, puis les autres n'ont pas d'accessoires. Donc, ce que ça revient à faire, ça va être ces données-là, en fait, que je veux reproduire. Donc, je vais avoir 3 élèves qui vont avoir qui vont avoir un bracelet et des lunettes, 4 élèves qui vont avoir seulement des lunettes,
5 élèves seulement un bracelet, puis 9 qui n'ont pas d'accessoires. Vous pouvez ajuster ces nombres-là. Là, ça, c'est un exemple pour un groupe de 21 élèves. Si vous avez 28 élèves, ben, vous pouvez évidemment ajuster ces nombres-là pour que ça soit représentatif de votre groupe, puis tout le monde ait soit paire de lunettes bracelet, soit juste des lunettes, soit des bracelets ou pas d'accessoires. Donc, on nous dit ici qu'il faut le faire avant d'enseigner le concept de probabilité. On construit le diagramme de Venn. Donc, l'idée, c'est de construire le diagramme de Venn, puis après de construire le tableau à double entrée pour vraiment dire, OK, ici, j'ai 7 personnes qui ont des lunettes, donc 3 élèves qui ont des bracelets et des lunettes ici, et 4 qui ont des lunettes, mais sans bracelet. Donc, je donne du sens à chacun des nombres de mon diagramme de Venn. Puis après ça, ben, j'accompagne les élèves en les faisant lever. C'est ça que, je ne sais pas si c'est ce que vous avez apprécié. Moi, c'est ce que j'apprécie particulièrement. Donc, je demande aux élèves de se lever. Là. Donc, qu'est-ce qui veut dire le sachant que? Puis là, je demande aux élèves, bon, ceux qui ont des lunettes, ceux qui n'ont pas de lunettes, on se lève debout et là, on fait un rapport entre OK, sachant qu'il y a des élèves qui n'ont pas de bracelet, quelle est la probabilité d'être un élève qui porte des lunettes? Donc, pour répondre à cette question-là, je fais lever des élèves. Il y en a d'autres qui s'assoient, j'écris les nombres. Donc, ça permet, là, visuellement, concrètement, en classe, de visualiser, de représenter cette probabilité conditionnelle. Donc, je trouve ça assez intéressant, les suggestions de questionnement ici, pour donner du sens à la probabilité conditionnelle. Puis, à la fin, seulement, là, on arrive avec la formule. Donc, et si on le fait dans cet ordre-là, ça va donner un sens, puis la formule ne tombe pas des nues, là, elle est comme, on lui a donné du sens et on peut l'utiliser par la suite. Puis c'est une bonne idée, même si on l'utilise après puis qu'on veut revenir dans un exemple décontextualisé, comme celui-là, ben on peut faire des liens avec... Est-ce que vous vous rappelez là, les lunettes, là, quand ceux qui avaient des lunettes ou des bracelets se levaient debout, puis après s'assoyaient, puis... Donc on peut faire des liens avec ça pour se rappeler, donner le sens d'une probabilité conditionnelle. Donc, si on prend un petit moment pour faire une synthèse de ce que vous retenez, on a pu décortiquer à quoi correspond une probabilité conditionnelle. On a utilisé différents modes de représentation, donc le diagramme en arbre, les grilles, le diagramme de Venn, la formule, pour donner un sens aux probabilités conditionnelles. Puis on a calculé, là, avec certains exemples, là, on a calculé des probabilités conditionnelles. Puis à la fin, j'ai fourni une ressource, l'activité des lunettes et des bracelets, pour introduire le concept. Donc pour la suite, vous allez pouvoir faire des exercices dans une activité d'ESMOS sur les probabilités conditionnelles. Puis vous pourrez lire aussi un article que j'ai écrit avec Guy Picard et Simon Lavallée qui est lié dans le fond à la capsule vidéo numéro 10 que vous aviez vue là, en lien avec le lancer du gobelet. Puis vous allez voir que ça va préparer à la capsule suivante sur l'espérance mathématique. Bonne continuation!